Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler du hijab. J'en ai jamais réellement parlé toute seule sur mon podcast. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec une autre podcasteuse qui s'appelle Kenza du podcast Offline. Et donc, du coup, je vous invite à aller écouter cet épisode-là qui sera beaucoup plus complet. Mais ces derniers jours, je sais pas, je réfléchissais beaucoup, je pensais beaucoup au hijab et je me suis dit, en fait, il y a plein de trucs que j'aurais voulu savoir avant de le mettre. Et je me suis dit, Safia, on va en faire un épisode en fait. Avant de vous partager ma courte expérience, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur l'obligation qu'est le hijab, parce que je peux pas vous parler du hijab sans vous mentionner le fait que ce soit une obligation. Allah il mentionne cette obligation-là à 2 reprises dans le Coran, d'abord avec Surat al-Ahzab, donc dans le verset 59, où il dit Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et également dans Surat An-Nur, donc dans le verset 31, où il dit « Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Et au-delà de ça, le hijab, du coup, là je vous ai mentionné les 2 passages dans le Coran, mais c'est une obligation qui fait consensus au sein des 4 écoles. Donc voilà, ça au moins c'est clair, je rentrerai pas dans l'exégèse de ces 2 versets-là, parce que c'est pas le but de cet épisode-là, c'est surtout un épisode où je vais vous donner quelques conseils. C'est... Si vous êtes en tout cas dans ce moment de votre vie où vous cherchez à le mettre, faites vos recherches, vraiment faites vos recherches, essayez de trouver l'exégèse en fait de ces 2 passages du Coran. Et puis voilà, là on parle du voile de la femme. N'oubliez pas que l'homme aussi, il a un voile. Étant donné que Allah il a également commandé aux hommes de baisser leur regard, ils ont une avra, enfin bref. La femme et l'homme, dans tous les cas, ils ont tous les deux une certaine obligation là sur le sujet du voile, du hijab, le fait de se préserver du regard de l'autre. J'avais un peu envie de vous parler très rapidement de mon expérience avec le hijab. Faut savoir que je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais moi le hijab c'est venu au fur et à mesure. C'est pas une décision que j'ai prise comme ça du jour au lendemain. J'avais lancé mon podcast et je suis arrivée à ce moment-là où je me suis dit Safia, peut-être que ce serait bien de faire un peu de contenu sur les réseaux sociaux. Et c'était du contenu dans lequel j'allais mettre en avant mon podcast, donc parler de sujets en lien avec la spiritualité et la religion. Et je me suis dit, Safia, si tu te mets sur internet sans hijab, je savais que les gens, ils allaient être odieux avec moi, je savais qu'on allait me démolir, et je me suis dit, je suis pas prête pour ça en fait. Vraiment, je me suis dit, là, j'ai pas les épaules pour encaisser ça. Et je savais que j'allais mettre le hijab. C'était vraiment une décision que je savais que j'allais mettre en place. Juste, pas sur le moment. Et je me suis dit, je pense que c'est meilleur de le mettre sur les réseaux sociaux. Au moins, je me protège, je me préserve un petit peu. Et je savais que, vu que j'allais le mettre après, ça allait m'empêcher de supprimer mes vidéos. Il y a eu pas mal de contraintes ou de difficultés que j'ai pu rencontrer, mais c'est des difficultés qui, aujourd'hui, c'est à peu près toutes les mêmes pour les filles. Franchement, en fait, dans le pays dans lequel on est, la majorité, on habite en France, donc vous savez ce que c'est que de porter le voile dans la France de Macron. Voilà, il y a la question du travail, il y a la question des études. Moi, le travail, ça m'a un peu angoissée, je vais pas vous mentir. La question des études aussi, parce que quand tu es en école privée, du coup, tu peux pas porter tu peux pas porter le voile, donc tout ce qui est signe religieux, c'est interdit. En plus de ça, moi j'étais en alternance, donc voilà, je me suis dit, je pense pas que ce soit là le bon moment. Je savais que j'allais avoir vraiment du mal à l'assumer, et je savais que j'allais le porter après mes études. Sur la question du travail, ça c'est un truc qui angoisse beaucoup beaucoup de personnes. Et on en parlera un petit peu après. C'est quelque chose qui angoisse beaucoup, mais la meilleure conclusion face à tous ces waswas là, c'est de se dire que c'est Allah qui donne le rizq. Le travail, c'est une forme de rizq, d'accord? C'est Allah qui vous le donnera. C'est tout. Faut pas comment dire, creuser plus loin dans sa tête et tout, se dire juste que c'est dans tous les cas Allah qui va te donner, qui va t'attribuer un travail là où Inch'Allah, si c'est ton souhait de le garder, tu pourras le garder. Donc il y a ça, et puis de l'autre côté, nous les filles, vous le savez, il y a un peu les waswas sur tout ce qui est la beauté, où tu dis non, mais je me sens bien avec mes cheveux, je me sens bien avec mes tenues, nanani, nanana, ça c'est vraiment propre à chacun. On a tous quelque chose, je pense, qui fait que on
peut, comment dire, en fait tu peux te sentir belle avec le voile, c'est pas le problème de la beauté, c'est juste se dire que pour certaines femmes, voilà, c'est compliqué parce que leurs cheveux, pour elles, c'est une grosse partie de leur beauté. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, il y a un bon lot de questions en suspens de West, mais surtout ces difficultés-là, il y a une chose vraiment qui facilite, c'est les doigts. Le truc qui facilite le plus, c'est les doigts, et moi, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai eu la chance de pouvoir, enfin je sais pas si on peut parler vraiment de chance, mais alhamdoulilah, j'ai accompli ma première Umrah au mois de février, et il n'y a pas longtemps je suis retombée sur ça. En fait, j'avais pris un petit cahier avec moi dans lequel j'avais écrit plein d'invocations que je voulais faire une fois que j'allais être là-bas, et dans ce cahier-là, sur ma liste d'invocations, il y avait une petite phrase où j'avais écrit Ya Allah, facilite-moi le voile. C'était une angoisse un peu à ce moment-là. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, tu vas invoquer. Et je sais même plus si j'ai fait cette invocation en étant là-bas ou pas, je sais plus. T'es là-bas, tu t'invoques pour plein de trucs, tu réfléchis même plus. Mais en tout cas, je l'avais écrit, j'avais pris le cahier avec moi et je les avais relus et tout. Et, et donc du coup, j'ai accompli ma Umrah, je rentre. J'ai un jour, il y avait voilà, enfin, je sais plus, il me semble que quand on est rentré 2 jours après, ou quelque chose comme ça, c'était le mois de Ramadan, et donc je me suis dit, bah Safia, tu sais quoi, là t'es dans le meilleur moment de ta vie, tu rentres de la Umrah, t'as porté le voile là-bas, tu t'y es habitué, là on est pendant le mois de Ramadan, va chercher les bienfaits qu'il y a à chercher et garde le hijab avec toi. Et donc du coup, bah, pendant tout le mois de Ramadan, je suis sortie avec mon hijab, et je l'ai pas lâché, je l'ai pas enlevé, et quand ça a été la fin, le jour du Eid, je me suis dit, Safia, tu vas le garder. Je me suis dit, ça, tu vas le garder. J'ai pas fait tous ces efforts pour là, et je savais d'une certaine manière que si je le faisais pas maintenant, j'allais jamais le faire. Et je vais pas vous dire que j'ai pas eu de critiques ni quoi que ce soit, mais le fait d'avoir été à la Umrah, d'être rentrée, que ça a été le mois de Ramadan, ça a été facile un peu à faire expliquer aux gens autour de moi. Parce que quand tu leur dis, quand ils te disent, ah, mais pourquoi tu portes le voile, et que tu réponds, bah c'est le mois de Ramadan, je fais des efforts, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont te dire quoi? Ils vont dire, ah bah non, c'est pas bien, et nanani, non, non. Ils vont rien dire. Au pire, ils vont te dire, ah mais t'as pas peur et tout avec... Parce qu'en plus de ça, à cette époque-là, il y avait beaucoup de faits divers et tout, de femmes qui se faisaient retirer leur hijab, qui se faisaient cracher dessus et tout, il y avait beaucoup d'histoires. Donc j'ai pas été épargnée de ça, et justement, bah voilà, c'est quand ça vient de certains proches, de ta famille et tout, c'est surtout dans le but de te protéger, parce qu'ils vont se dire, ouais mais nous on a peur pour toi, et c'est totalement normal, mais ça m'a énormément facilité, et c'est pour ça que je vous dis les invocations, si vous êtes dans une période là où vous galérez, vous avez envie de le mettre mais vous n'êtes pas sûr, invoquez, demandez à Allah de vous faciliter. Il n'y a personne qui va vous faciliter si ce n'est lui. Maintenant, c'est normal parce que le contexte dans lequel on est, et je vais en parler très rapidement, la France dans laquelle on est là, je fais que de le répéter, mais la France de Macron, c'est compliqué. Ces dernières années, le contexte en France, il a commencé à être un peu compliqué pour les musulmans. Donc voilà, ça avait commencé un peu avec les attentats, donc en 2015. Ça a créé beaucoup de haine, beaucoup de racisme, et ça a eu pour conséquence de nombreuses discriminations envers les musulmans. Ça a créé là les amalgames entre arabes, musulmans, nanani, nanana. Franchement, c'était compliqué à ce moment-là. Et moi, bon, soit j'étais assez jeune, mais je me rappelle que ça tournait en boucle. Les informations, ça tournait en boucle. Il y avait beaucoup de haine en fait, tout simplement. Et ce qui fait que même au niveau politique, ça a eu un impact avec la montée de l'extrême droite et de certaines de leurs idées. Et c'est normal que la femme qui souhaite porter le voile aujourd'hui dans cette société, elle va être face à pas mal de difficultés. Et c'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain, donc c'est limite un engagement, et c'est bien de s'y préparer. Alors vous allez voir, il y a des conseils qui vont être hyper sérieux, il y en a d'autres qui vont l'être un peu moins, mais en tout cas je vous ai fait un mix de ce que j'aurais voulu savoir. La première chose, c'est que le hijab, on est d'accord dessus, c'est une obligation. Mais des fois, dans notre foi, dans notre routine spirituelle et religieuse, tu vas avoir des baisses de foi. Et c'est normal. Et c'est ok d'avoir des baisses de foi. Et faut avoir un plan. Quand tu es en pleine baisse de foi, faut avoir un plan. Ok, en ce moment j'ai du mal à prier parce que j'ai repris tel péché. Et des fois avec le hijab ça peut être la même chose. Ok, en ce moment j'ai du mal avec le hijab
parce que ces derniers temps là je faisais que de regarder des femmes qui ne portent pas le hijab et que je trouve hyper belles et que du coup je me compare et du coup j'ai envie de le retirer. Ou en ce moment je me sens loin de Dieu, le hijab n'a plus trop entre guillemets de meaning pour moi. Et donc dans ces moments-là, moi je vous l'ai toujours dit, il faut se préparer. Il faut se préparer et la meilleure des choses que je peux vous conseiller, c'est de faire une liste. Dans cette liste-là, tu vas écrire toutes les choses que le hijab t'a apporté comme bienfait. Parce que le hijab, certes, c'est une obligation, mais ça apporte des bienfaits. Ça permet vraiment de s'améliorer, d'avoir un meilleur comportement. Ça ouvre des portes. Donc tous ces bienfaits-là, faut pas les oublier. Dans cette liste que tu vas écrire, moi je te conseille de faire 2 colonnes. La première colonne, c'est les raisons pour lesquelles tu as décidé de porter le hijab. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu as décidé de le mettre, au-delà de l'obligation, quelles étaient tes motivations. Et la deuxième colonne, tout ce que ça t'a apporté comme bienfait, comme bénédiction dans ta vie. Nous, je vous l'ai dit, l'être humain, s'il doit se rappeler de tous les malheurs qu'il a eu, qu'il a traversé, il va s'en rappeler. Mais si tu lui dis, bah cite-moi quelque chose de bien, son cerveau il va bugger. Et ça, je suis la meilleure pour faire ça. Je vous jure. Ça, c'est moi, hein. Ah, mais c'est un truc de fou. Notre cerveau, il est beaucoup plus concentré sur, sur les mauvaises choses que sur les bonnes. Et c'est important de faire l'effort de se le rappeler, en fait. Ok, qu'est-ce que ça m'a apporté de bien? Et quand c'est compliqué, quand c'est difficile, tu t'accroches à ça. Tu relis jusqu'à ce que ça rentre dans ton cerveau. Parce que c'est comme ça qu'on discipline notre cerveau, c'est comme ça qu'on doit l'éduquer. Le deuxième point, je sais pas si on peut dire un deuxième point, mais deuxième conseil, avant de te lancer dans le hijab, essaie de savoir un petit peu quelles sont les couleurs qui te vont le mieux. C'est quoi les matières qui te vont le mieux. Le hijab, ça peut être un peu compliqué quand on sait pas ce qui nous va le mieux au teint. Et en vrai de vrai, c'est tout simple. Genre juste prends les couleurs de base, tu vois. Bon bah dans mon armoire, je mets souvent telle et telle couleur et j'évite de mettre, bon par exemple, je vais me prendre un exemple, j'évite de mettre du blanc, j'évite de mettre du beige parce que je sais que c'est 2 couleurs qui ne me vont pas. Et donc forcément, bah, si j'évite de mettre des chemises de cette couleur-là, je vais éviter de mettre des hijabs qui ont cette couleur-là. Et donc préférer du coup des couleurs qui nous vont beaucoup mieux au teint, ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus à l'aise avec. Et c'est pas dans le but de s'embellir ou de je sais pas quoi. Voilà, je suis pas en train de vous dire ouais, faut faire en sorte qu'on soit la plus belle avec les meilleures couleurs. Non, c'est juste la simple logique en fait. C'est c'est juste de la simple logique. On veut se faciliter la tâche, on veut pas se compliquer la chose, et donc c'est tout à fait normal qu'on puisse choisir les couleurs qui nous vont le mieux au teint, qui vraiment nous rendent justice en fait. On n'est pas là pour s'amochir. Et ça c'est un point qui est important même au niveau de la matière, parce qu'en fait ça peut vite devenir un peu un fardeau. Tu vas dire non mais de toute façon ça me saoule, j'arrive pas à l'attacher, j'arrive pas à le mettre. Ouais mais peut-être que t'as pas choisi la bonne matière. Ouais mais là je me trouve je sais pas, je me trouve pas belle avec, ça me ternit. Ouais mais peut-être parce que t'as pas choisi la bonne couleur. C'est un travail à faire sur soi. Moi-même je suis encore dans ce truc là où j'ai l'impression d'avoir plus ou moins cerné les couleurs qui me vont le mieux. Bon, je reste souvent sur du marron et du bleu foncé et du noir parce que voilà, c'est des couleurs que j'aime bien. J'essaie encore un petit peu de m'ouvrir, mais dans tous les cas ça sert à rien de se lancer dans un truc avec trop de couleurs, trop de matière de voile, ça va te servir à rien. Vraiment, prends des couleurs de voile déjà qui sont similaires à ta couleur de cheveux, prends quelques couleurs pour l'été, mais va pas t'encombrer avec plein de hijabs, tu vas en acheter plein, ils vont rester dans ton armoire, tu vas jamais les mettre, et à la fin tu vas dire ah, qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Donc voilà, essayez vraiment de faire les choses un peu intelligemment, et puis ça s'achète aussi au fur et à mesure, et même au niveau des outfits, suivre des créatrices de contenu, des influenceuses qui montrent des tenues avec le hijab, au lieu d'aller regarder d'autres influenceuses ou créatrices de contenu lambda sans hijab qui mettent en avant des tenues qu'on ne peut pas porter en fait. C'est important aussi de faire le tri sur ces réseaux sociaux, parce que du coup tu gagnes du temps et tu t'évites énormément de was-was. Le troisième point, je sais pas comment amener la chose. Non, ça je vais en parler après, je vais continuer avec le troisième point qui est un peu plus de logique, c'est de ne pas abandonner sa féminité. Je le dis en chantant, n'abandonnez pas votre féminité. Le voile, le hijab, il n'est pas là pour effacer votre féminité. On ne vous a pas demandé de devenir des hommes. On ne vous a pas demandé de retirer votre féminité, retirer la femme qui est en vous. La femme, naturellement, déjà de base, on est coquette. Voilà, on aime bien se maquiller, on aime bien se coiffer, on aime bien être apprêtée, on aime bien les bijoux. Bon, je vous dis ça, des fois il y a des femmes pour qui c'est pas le cas, mais voilà, on est tout naturellement coquette, et ce côté de nous, on ne doit pas le retirer.
On ne doit pas l'enlever, il fait partie de nous. Et donc c'est important de ne pas abandonner sa féminité parce que sinon tu vas te perdre en fait avec le hijab, tu vas plus te reconnaître et ça va être à ce moment-là où ça va être facile de passer du tout au tout. C'est-à-dire que d'un coup, imaginons, avant t'aimais bien les bijoux, t'aimais bien le maquillage, t'aimais bien te faire des brushings, tu dis vas-y j'enlève tout ça, j'arrête et tout, je me mets au hijab. Tu passes ton temps à mettre que des hijabs noirs par exemple. À la fin, ton cerveau il t'aura pas permis de faire de transition et c'est même pas moi le truc sur lequel le truc que je conseille, hein, mais juste ton cerveau il va pas prendre le temps de voir cette transition là, de voir tes efforts parce que tu es censé faire ça au fur et à mesure. Ton cerveau il va péter un câble et tu vas dire ah, tu sais quoi, vas-y j'arrête, je reviens à ce que j'étais avant. Parce que tu te seras pas préparé en fait. Donc c'est aussi pour ça que faut faire les choses crescendo au fur et à mesure, mais que dans tous les cas, même en portant le hijab, ta féminité elle doit toujours être présente. Tu restes une femme en fait, donc tu as le droit de porter des couleurs, tu as le droit de choisir de manière intelligente tes vêtements, tu as le droit d'essayer de bien t'habiller avec des bonnes matières, avec comment dire, toujours en restant modeste et tout, vous le savez très bien, mais ça t'empêche pas de faire en sorte d'être un minimum apprêté, d'être présentable. Vous savez, le musulman et la musulmane, dans tous les cas, qu'on soit chez nous ou à l'extérieur, on se doit d'être présentable. On se doit d'être propre sur nous. On se doit d'avoir des vêtements qui soient propres, des vêtements repassés, juste d'être beau et dans le juste milieu, quoi. Vous savez, le but c'est pas d'attirer les regards non plus. Et donc la féminité, elle est importante et on doit pas la retirer parce que c'est là où ça va être compliqué. Et on va se dire, tu sais quoi, vas-y, je l'enlève, j'ai envie de redevenir comme avant. Ça, tu te le dis à partir du moment où tu t'es retiré ta féminité. Et elle doit pas partir. Donc c'est pour ça que ça reste quand même assez important et limite nécessaire de prendre du temps pour soi. De se dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de me maquiller. Aujourd'hui j'ai envie de me faire un brushing. Aujourd'hui j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Aujourd'hui j'ai envie d'aller m'acheter des bijoux. J'ai envie d'aller m'acheter des vêtements. Enfin, ça reste des choses que tu faisais avant. Pourquoi tu continues pas à les faire ? Bien sûr, on rentre dans ce process-là, on reste un minimum modeste et on n'essaie pas d'attirer les regards, il y a ce juste milieu. Mais notre féminité, on la garde. On la garde pour nous déjà à la base des bases, parce que des fois aussi on peut on peut être dans ce truc-là, on veut plaire pour les autres, mais déjà c'est pour nous, c'est pour notre famille. Si on est marié, pour notre mari, pour nos amis, genre vraiment on garde ça pour nous et on n'oublie pas que je suis une femme, j'aime bien plaire et je dois garder cette chose-là pour moi. Si je l'enlève et que je retire ça, c'est normal à la fin que moi-même je me reconnaisse plus et que je ne m'aime plus. Le quatrième point, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à t'idéaliser, et notamment les hommes. Je pense que c'est surtout quand tu es dans le process un peu de mariage où tu fais des rencontres et tout, les hommes ils aiment trop idéaliser les femmes voilées, surtout en France, je sais pas ce qu'ils ont. Mais ils ont ce truc là où ils aiment trop idéaliser les femmes voilées, à penser qu'elles sont parfaites, qu'elles commettent pas de péché, qu'elles ont pas de tentation, qu'elles sont pas tentées. Et quand je dis tenter, c'est plein de trucs, hein. C'est et par la musique, et par les péchés, enfin bref, plein de trucs en général. Ils ont cette tendance-là à idéaliser et donc du coup ça crée une sorte d'inconfort parce que imaginez, et là je parle vraiment de, pas que les hommes, hein, les femmes aussi en général, enfin bref les gens en général, imagine t'es posé avec quelqu'un et la personne en face de toi, tu la connais même pas encore, cette personne-là elle a des suppositions sur toi. Elle va se dire ah, ok, elle doit prier du coup, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, ça se voit que elle est grave intelligente, que nanani, que nanana. On est des gens comme tout le monde. On a tous nos faiblesses, on a toute notre djihad de neuf, cette lutte spirituelle, et ça ne disparaît pas à partir du moment où tu mets le voile. Le voile c'est une obligation, mais tu gardes ton âme en fait, tu gardes ta personnalité, ton caractère, ta manière d'être, et c'est ça qui fait ton authenticité, et le voile il n'est pas là pour te lisser, il n'est pas là pour faire croire à tout le monde que t'es parfaite, parce que c'est faux, et ça serait faux de croire ça. Et c'est pour ça aussi que moi je me tue à chaque fois de dire aux gens, wesh, faut pas m'idéaliser. Ne m'idéalisez pas en fait. C'est la pire des choses à faire. N'idéalisez pas les gens en face de vous et quand t'as des conversations où les gens, tu les entends faire des suppositions sur toi, c'est bien aussi de les reprendre et de leur dire non, faut pas m'idéaliser. Tombe pas dans ce truc-là où tu commences à raconter tes péchés et oh non, moi aussi je suis tentée sur ça, sur ceci, sur cela. Voilà, on n'a pas à raconter tout ça, mais faire comprendre que c'est la pire des choses d'idéaliser. Et de toute façon, les gens qui idéalisent, c'est les gens qui vont tomber de haut. Vraiment, quand ils vont apprendre à te connaître, ils vont tomber de haut, ça va leur faire un choc, parce qu'ils vont se dire ah ouais, mais finalement c'est pas ce que je pensais. Bah ouais, mais qui t'a dit de penser ça sur moi en fait?
Et ça vraiment ça peut être pour tout le monde, ça peut être pour les filles, pour les hommes, pour sa propre famille, etc. Ils peuvent avoir cette image-là de toi comme étant grave parfaite. Et c'est compliqué parce que des fois tu peux fauter, des fois tu peux mal te comporter, des fois tu peux... voilà, genre juste on reste humain et c'est là où ils vont faire les choquer. Voilà, c'est l'une des choses qui vient avec le hijab et je pense que ça dépend aussi un peu des pays, des cultures et tout, mais en France, euh, j'ai l'impression que c'est encore le cas. Ou que du moins c'est un peu plus... Enfin, c'est plus profond que dans d'autres pays parce que bon, bah, l'histoire fait que on a un peu notre génération, on est un peu les premières à mettre le hijab. Bon, il y a la génération de nos mamans, de nos grands-parents et tout. Mais on est des femmes qui entreprennent, qui travaillent, qui étudient, donc on a plus de relations avec les gens, de relations sociales que la génération de nos mamans ou de nos grands-mères. Donc on est davantage face à certains clichés sur nous, face à certaines suppositions que les gens ont sur nous, quoi. Et des fois, justement, bah, ça peut être des suppositions qui sont très... voilà, on t'idéalise, c'est très positif, etc. Mais des fois, c'est aussi de l'autre côté. euh, je vais vous donner un exemple. Ça m'est déjà arrivé depuis que je le mets, où, par exemple, je vais être au restaurant et le serveur ou la serveuse, elle va s'adresser à la personne qui est avec moi et qui ne porte pas le voile. Alors que, par exemple, moi, je vais être, je sais pas moi, la plus grande. Euh, du coup, la personne, elle va s'adresser à celle qui ne porte pas de voile plutôt que de s'adresser à moi. Alors que bah je comprends le français en fait, je parle le français. Quand je vous dis ça, c'est parce que j'étais avec ma sœur, qui est plus petite que moi du coup. Ça se voit pas énormément, mais je pense que... Enfin, on a une différence d'âge quand même. Et du coup, la serveuse, elle lui parle uniquement à elle, et elle me parle pas à moi, et je suis en mode, mais c'est trop bizarre, frère. Enfin, je comprends le français, par exemple. Ça m'est arrivé aussi dans un autre contexte. Et ça vraiment c'était trop chelou, mais j'étais en train de tourner une émission pour un épisode pour mon émission La Conve qui est une émission sur YouTube. Et donc du coup on était face à un problème technique et le mec il parlait à mon invité qui est un homme, alors que c'était mon émission. Pourquoi tu lui parles à lui des problèmes techniques alors que c'est mon émission à moi en fait. Donc c'était trop bizarre. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je porte le voile? Est-ce que tu te mets à poser plein de questions comme ça? Mais c'est des réflexes que les gens ont et ils s'en rendent pas forcément compte. Mais après, c'est motivant parce que tu dis, c'est pour ça qu'on doit aussi exceller et montrer que, on est éduqué, qu'on est grave intelligente, qu'on travaille, qu'on bosse, voilà, on est des meufs concentrées en fait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des remarques qu'on peut avoir, parce que quand tu commences à le mettre, c'est là où tu as le plus de remarques de la part de tes proches, de ta famille, tes amis, voilà, peu importe, juste vraiment en fait de ton entourage. Des fois, c'est des remarques qui vont être négatives, mais il faut pas oublier que ces remarques négatives-là, et ça, quand tu le comprends, t'as plus rien qui te touche. Je vous promets, il n'y a plus rien qui te traverse l'esprit, plus rien qui traverse l'esprit, qui vient t'embêter et tout, des trucs auxquels tu vas repenser. Toutes les remarques négatives que tu vas avoir, c'est une projection des insécurités des autres sur toi. Parce que eux peut-être n'ont pas encore passé le cap. Parce que eux peut-être sont encore un peu... voilà, ont du mal en fait avec cette obligation-là. Des fois, ils vont mettre leurs insécurités sur toi. Et donc du coup, bah, ça va donner des conversations qui des fois n'ont pas trop de sens en fait, où juste eux, ils te disent ce qu'ils ont en tête, etc. Mais... Enfin, du coup, qu'est-ce qu'on est censé répondre à ça, tu vois, quand tu me dis oui, mais t'as pas peur de pas trouver de travail? Oui, mais t'as pas peur du contexte en ce moment en France? Oui, mais t'as pas peur de le retirer? Tout ça là, faut se dire que tout ça là, c'est ce que la personne, elle pense, et c'est ses propres insécurités, c'est pas les tiennes. Il faut pas que ça devienne des west-west du coup de ton côté, parce que toi, peut-être que t'as réussi à gérer ça d'une très bonne manière, que c'est pas une peur pour toi, mais faut pas laisser voilà, ces paroles-là devenir justement une peur pour toi. Du coup, des fois, t'es dans des situations où t'es obligé de répondre à la personne, mais c'est pas parce que du coup t'es face à des remarques négatives qu'on doit mal répondre. C'est bien aussi d'essayer de voilà, peut-être convaincre un peu la personne, de la rassurer, de lui faire comprendre que bah, c'est totalement peut-être normal qu'elle pense quelque chose comme ça, mais profiter aussi pour lui faire le rappel. Peut-être que la personne elle-même, en fait, elle te dit ça parce qu'elle aimerait être rassurée. Donc voilà, on essaie de rassurer, faire un rappel toujours de manière bienveillante, toujours de manière douce. Et des fois, bah, c'est des conversations aussi qui peuvent très très bien se terminer. Maintenant, je pense que j'aimerais terminer cet épisode-là avec ma plus grosse peur avant de mettre le hijab. C'était que on ne me voit plus que comme une voilée. J'avais trop peur qu'on me voit juste comme étant la ourtie voilée.
qu'on oublie voilà, que je sais pas moi, que j'ai fait des études, qu'on oublie que je suis une meuf qui est... C'est pas, quand je vous dis tout ça, là, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Qu'on oublie que je suis une meuf intelligente, qu'on oublie que je suis journaliste, qu'on oublie que j'aborde voilà les sujets intéressants sur les réseaux, qu'on oublie le fait que je sois je sais pas moi, une passionnée de littérature, de romance, que j'aime trop le cinéma. Enfin vraiment, j'avais peur qu'en fait toutes mes passions, toutes les choses qui font que je suis moi-même passent à la trappe et que du coup je sois juste la voilée, la ourtie. En plus de ça, c'est des expressions que je trouve tellement moches. Genre vraiment, vous m'excuserez, mais c'est pas normal d'appeler un individu, une personne, euh, une femme, la voilée, la ourtie. Je suis plus que ça en fait. On est plus que ça. Je ne suis pas mon voile. Mon voile, c'est juste une obligation. Je suis bien plus que ça. Je suis éduquée. J'ai fait des études. J'ai bossé. J'ai travaillé. Je suis une meuf passionnée. Je sais pas, moi, je lis des livres. J'aime trop le cinéma. J'aime peindre. J'aime dessiner. J'aime sortir. J'aime rigoler. Enfin, voilà. Là, tout ce que je vous dis, c'est pas forcément moi. C'est juste pour vous faire comprendre que, il y a plein de choses qui nous motivent dans cette vie ici-bas, qui font que on est des personnes normales, quoi, et qu'on kiffe notre vie et qu'on est bien plus que ça. Et j'avais vraiment peur, en fait. C'était une réelle peur, une réelle angoisse que tout ça soit réduit à néant et que ma seule utilité, c'est mon hijab. J'avais vraiment peur de ça et subhanallah, Allah il m'a facilité. Et au final, je vais vous dire une chose et ça va être hyper motivant, j'espère pour vous. Au vu de tout ce contexte-là qui est pas facile, en vrai de vrai, c'est encourageant. C'est encourageant et c'est inspirant de voir des femmes qui, certes, portent le hijab, mais c'est pas un blocage pour elles. Ça les pousse à aller plus loin. Ça les pousse à, à entreprendre. Ça les pousse à montrer qu'elles sont intelligentes, qu'elles en savent, qu'elles sont trop fortes, qu'elles s'expriment trop bien, que elles montent des projets, que c'est des businesswomen et tout. Genre vraiment, c'est inspirant à la fin, c'est encourageant parce que tu te dis, tu sais quoi, moi-même, je vais pas me réduire à ça. Je vais pas me réduire à ce qu'on montre là à la télé ou aux attentes des uns et des autres. J'ai montré que je suis beaucoup plus que ça. Et ça, je vous jure, c'est le meilleur des combats. C'est la meilleure des choses, parce que dans tous les cas, ça va être bénéfique en fait. À la fin, tu vas dire, je suis pas en train de perdre mon temps. Au contraire, en fait, j'ai pas le temps. Je continue à avancer, j'ai plein de choses à faire dans cette vie. Et vraiment, alhamdoulilah, c'est une angoisse qui a fini par passer. Et j'espère que si vous vous reconnaissez dans ça, qu'Allah il va vous décharger de cette angoisse-là, qu'il va vous la retirer. Donc voilà, c'était un peu un petit mix de tout ce qui m'est venu en tête et que je voulais vous partager. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez me laisser les 5 étoiles, me rejoindre sur les réseaux. Sur TikTok et Insta, c'est safia.podcast. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.